Madame, Monsieur, bonjour. Enchanté de vous accueillir si nombreux dans cette salle et en ligne pour cette séance d'information sur le MAS en santé publique. Alors on se présente, je suis Mathias Velli, coordinateur du MAS en santé publique, et je suis venu avec ma collègue Verena Carrara, également coordinatrice du MAS en santé publique. Et nous allons vous dire aujourd'hui la santé publique pour qui et pourquoi. Et bien pour y répondre, on va s'appuyer sur une étude qu'avec Verena, on a eu une petite étude qu'on a eu l'occasion de faire l'année dernière avec Verena et qui fait l'objet d'une publication dans la revue de l'Asie. Cette petite étude s'appuie sur des entretiens approfondis qu'on a fait avec des anciens étudiants et sur des analyses qu'on a faites des travaux de nos étudiants actuels, les 60 étudiants actuels. Et ces travaux étaient des travaux qui ponctuaient la fin d'un regroupement consacré aux nouvelles compétences en santé publique, et lors duquel on demandait à nos étudiants de décrire le travail idéal qu'ils voulaient faire à la suite de ce master et d'écrire une lettre de motivation qui nous ont permis donc d'avoir beaucoup d'informations sur les représentations qu'ils se faisaient du travail idéal et donc les motivations qu'ils avaient à rentrer dans ce MAS. Et donc, dans un premier temps, on va s'attarder sur la question pourquoi est-ce qu'on fait de la santé publique. Donc, dans le cadre de cette étude, on a pu se rendre compte aussi avec les témoignages des étudiants, et puis on en savait déjà un petit peu avant sur le sujet, mais on s'est bien rendu compte qu'on assistait à des grandes transformations de l'organisation du système de santé, et notamment avec un désenclavement de la santé qui se matérialise par des échanges beaucoup plus forts entre le monde de la santé publique et le monde des soins, et qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans les profils de nos étudiants qui viennent de plus en plus aussi du mouvement des soins. Donc ce qui se passe historiquement, on avait des institutions qui étaient consacrées à faire de la promotion de la santé, de la politique de santé, à avoir des réflexions globales aussi sur le monde de la santé. Et puis de l'autre côté, il y avait des gens qui faisaient des soins, il y avait des hôpitaux, entre autres. Et aujourd'hui, dans un contexte de vieillissement de la population, d'augmentation d'exigences autour des maladies chroniques, de prise en charge de maladies chroniques, on se rend compte que ce système a tendance à exploser et qu'il nécessite aujourd'hui une réflexion beaucoup plus forte et beaucoup plus globale autour de la prise en charge des patients, et pas seulement la prise en charge en termes de soins, mais la prise en charge, la prise en santé, si vous voulez, des patients, qui fait qu'à tous les niveaux, aujourd'hui, les compétences qu'on acquiert, par exemple, dans un MAS en santé publique, deviennent importantes et utiles pour les acteurs de la santé. Alors, évidemment, quand je vous dis aujourd'hui, tout le monde veut intégrer les soins, alors pas plus tard que ce matin, j'étais à une conférence Integrated Care qui avait lieu au Musée olympique de Lausanne, dans lesquelles tout le monde se félicitait de vouloir faire des soins intégrés, de vouloir travailler ensemble en équipe interdisciplinaire. Quand je dis tout le monde, il y avait des financeurs, il y avait donc évidemment les grandes assurances, mais il y avait aussi des prestataires, le Swiss Medical, qui est l'association, je crois, qui réunit toutes les cliniques privées suisses qui ont aussi intérêt à faire de l'integrated care. Et puis, il y avait un certain nombre d'associations professionnelles, dont des associations d'infirmiers, qui sont aussi persuadés de l'importance de faire des soins intégrés dans lesquels on ne réfléchit plus autour des métiers, mais autour des patients, et qui obligent à avoir une vision globale des problèmes. Alors, une fois que ceci est dit, tout le monde est d'accord pour que ça se fasse, mais dans les faits, les organisations sont encore aujourd'hui, structurées sur un modèle en silo qui rend parfois les choses difficiles, et on a quelques témoignages ici qui l'attestent. Le premier témoignage est un témoignage d'une infirmière ancienne diplômée elle est diplômée du MAS, donc ancienne étudiante du MAS, qui aujourd'hui travaille en addictologie
dans un grand hôpital universitaire. Un patient rentre aux urgences pour une jambe cassée. On se rend compte qu'il fait du diabète. Il va en médecine pour la diabéto. Là, on se rend compte qu'il a un problème d'addiction. Ici, toute la prise en charge est morcelée. Quand le patient change de service, il change de médecin, il change d'infirmière, il change de consultant. Même le consultant de psychiatrie change selon les unités. Alors, si on met en place quelque chose à une étape du process, on n'est pas du tout sûr que l'équipe qui suivra continuera à appliquer le protocole. C'est ce qui arrive souvent. Après, on nous parle d'itinéraire clinique. Alors, ce qu'on voit dans les soins, on le voit aussi dans des organisations internationales. Je suis partie avec Médecins sans frontières faire de l'humanitaire. Quand j'ai été confrontée au terrain, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. On arrivait, il y avait un problème de santé aiguë, on répondait. Mais il n'y avait aucune réflexion sur le contexte. Pourquoi on fait les choses? Qu'est-ce qui existe déjà? Comment se passe l'après? Comment on s'adapte à un point de vue culturel? Quand on intervient, l'impact est souvent très fort sur le moment. On vaccine plein d'enfants de la rougeole en 3 mois, c'est super. Mais 6 mois après, une année après, j'ai été confrontée à beaucoup de problèmes liés au fait qu'on n'a pas de réflexion globale sur la santé. Et puis, il y a le côté colonialiste. On sait ce qui est bon pour les gens. On est un petit peu prescripteur et puis des fois, on se plante complètement. Donc, d'aller vers les gens, leur demander quels sont leurs vrais besoins, c'est trop rare. Il faut revenir vers la communauté. Voilà. Ces 2 témoignages sont assez significatifs, des témoignages qu'on reçoit de plus en plus maintenant parmi les candidats déjà. Les gens nous en parlent dès l'entretien de recrutement. Les gens nous disent qu'ils travaillent dans des conditions où ils sentent bien qu'aujourd'hui les organisations ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire et qu'ils ont besoin aujourd'hui non seulement d'acquérir des compétences pour naviguer là-dedans, mais peut-être d'acquérir aussi des compétences pour négocier un changement, une transformation du système. Et donc c'est dans ce contexte-là que beaucoup de nos étudiants aujourd'hui arrivent au MAS en santé publique. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans ce MAS? Eh bien, ce qu'on essaye de leur offrir, c'est 3 types de compétences qui nous paraissent indispensables en santé publique et qui répondent un peu à ces enjeux. C'est d'abord le fait d'acquérir une vision globale des problèmes de santé à travers des cours qui sont très variés. L'idée, c'est qu'on aimerait que les étudiants ne soient pas forcément experts en tout, mais qu'ils aient une sensibilité à tous ces éléments, parce qu'ils vont devoir travailler en interdisciplinarité avec beaucoup de professionnels différents. Et il est important, quand on travaille en interdisciplinarité, de savoir d'où les gens nous parlent et quels sont les enjeux qu'ils rencontrent dans leur activité. C'est la raison pour laquelle ils ont à la fois des cours, par exemple, d'épidémio, de prévention, promotion de la santé, de communication en santé aussi, de management des organisations, comment gérer des projets, quels sont les enjeux sociaux, quels sont les droits de la santé, quelles sont les conséquences éthiques de certains gestes ou projets qu'on fait. On parle aussi de santé internationale, santé environnementale, le concept de One Health, etc. Donc il y a plein de choses. Voilà. Et tout ça, c'est des cours qui sont communs, qui leur permettent d'avoir un langage commun en santé publique. Alors évidemment, ça ne suffit pas, encore une fois, pour devenir un expert dans chacun des domaines, mais l'idée est que tout le monde puisse venir faire son marché là-dedans, avoir une idée un peu globale de ce que sont l'ensemble des enjeux possibles dans la santé. Et après, dans un deuxième temps, eh bien, les étudiants doivent aussi développer des expertises individuelles. Alors pour le faire, ils ont plusieurs dispositifs. Vas-y. On commence par leur demander de faire un plan de formation. C'est un fil rouge qui va les conduire tout au long des 3 années de leur formation, qui leur permettra d'évoluer dans leur projet personnel et pour aboutir à leur mémoire. Le mémoire en lui-même, c'est un travail qui peut être spécifié soit sous le terme des ressources humaines, soit sous la promotion de la santé, ou aussi de la santé internationale. Donc tout ça, ce sont des travaux qui permettent d'augmenter l'expertise personnelle de la personne sur des sujets qui leur sont propres ou qui les intéressent particulièrement. Et puis la troisième compétence, c'est de mettre en fait les connaissances globales
et les expertises individuelles dans la communauté en fait, et de travailler en groupe, de permettre aux étudiants de travailler en interdisciplinarité. Et pour ce faire, il y a des analyses de lecture critique d'articles avec des grilles spécifiques, comment aborder comment critiquer des articles, comment les mettre en valeur. Ça se fait collectivement, hein, ces critiques d'articles. Voilà, c'est pas du tout individuel, c'est collectif. Ça permet aussi de résoudre des cas ou de faire des animations de table ronde, des débats ou des gestions de projets ensemble, en amenant toutes les expertises de chaque étudiant pour que ça donne quelque chose de cohérent sur le point de vue de la santé publique. Et même l'examen final est en fait un examen à la fois individuel mais aussi collectif, avec un travail de santé publique collectif sur un sujet, un thème de santé publique qui change chaque année. Voilà, pendant lequel on enferme des étudiants littéralement pendant 3 jours avec une mission. Et on leur confie aussi à l'intérieur de chaque groupe des expertises spécifiques. Et chacun doit apprendre à travailler. On essaye de composer des groupes en fonction des profils des étudiants de façon à ce qu'il y ait de l'interdisciplinarité et pour que ça ressemble à la réalité. Hein. Personne ne résout les problèmes tout seul. L'important, c'est de savoir communiquer, de savoir échanger des expertises et co-construire des solutions à des problèmes de santé. C'est le seul moyen de répondre à la complexité de la réalité des problèmes de santé d'aujourd'hui. Et en fait, à qui s'adresse la santé, les cours du Master de santé publique, on a fait un petit relevé du profil des étudiants des 5 dernières années. Et comme vous pouvez le voir, c'est très largement des personnes des services de santé, avec une large majorité de médecins, mais néanmoins les infirmiers et infirmières sont très présents, deviennent de plus en plus présents. C'est surtout ça qui est frappant, c'est qu'effectivement la dynamique. On est parti d'une période il y a 5-6 ans où il y avait 1 ou 2 infirmières par volet, et aujourd'hui on est à plus de 30% d'infirmiers infirmières. On voit bien qu'il y a dans cette corporation-là particulièrement un besoin de formation en santé publique. Cette vision de santé globale correspond bien au rôle propre infirmier. Donc on a beaucoup d'infirmiers qui se retrouvent effectivement aujourd'hui dans ces formations à travailler en interdisciplinarité avec des gens qui peuvent venir d'autres domaines, comme du domaine médical ou de la gestion par exemple. Il y a des physios, il y a des juristes, il y a des ingénieurs, il y a des gens des relations internationales, des gens qui travaillent dans les ONG, des gens qui travaillent en santé dans les administrations internationales. Il y en a qui travaillent à l'étranger, donc on a un tiers des personnes qui sont d'Afrique subsaharienne. On a une personne qui vient de Chine, ici. Et on voit bien que c'est effectivement, alors certes, un master en français, mais c'est un master international qui se distingue peut-être de l'offre, du reste de l'offre suisse par le fait qu'à Genève, on a cette sensibilité internationale et on essaye de la cultiver en français, certes, mais avec la possibilité de rencontrer des gens qui viennent des pays où on parle français ou alors qui font des efforts pour aller vers le français pendant que nos étudiants font aussi un peu des efforts parfois pour comprendre des intervenants en anglais ou pour lire simplement des textes en anglais, parce que la santé publique aujourd'hui, ça se fait concrètement en anglais. Donc on est là évidemment dans une formation francophone, mais avec la volonté de vous amener vers des textes qui sont en général écrits en anglais. Donc tout ça s'est accompagné au long des 3 ans et encadré par des gens comme nous. Alors ici vous avez Verena qui est médecin et épidémiologiste. Moi je suis sociologue du travail au départ. Vous avez aussi d'autres gens dans le staff qui représentent un peu toutes les sensibilités des étudiants. Par exemple les médecins qui travaillent à l'international, qui font de la santé publique à l'international, d'autres en Suisse qui sont très intégrés dans les institutions suisses. Donc on essaye de garder cet équilibre, et parce que c'est ça, la santé publique, effectivement, c'est à la fois cette interdisciplinarité, interculturalité aussi, et puis ces différences géographiques.
On leur a aussi demandé un petit peu quelles étaient leurs aspirations, pourquoi est-ce qu'ils avaient l'envie de faire un masque, ce qu'ils pensaient en faire. Et voici quelques thèmes sur lesquels ils ont proposé. Donc il y a des gens qui préféreraient travailler en milieu institutionnel, donc dans les universités, dans les hôpitaux, dans les services de santé, que ce soit en santé primaire, dans les services de santé primaire, en milieu rural ou bien aux UG. Il y en a qui voudraient faire de la promotion de la prévention, par exemple, en l'occurrence des cancers de la peau, mais lors des moments clés qui sont les plus susceptibles de faire que les personnes soient sensibles à la question. Dans les événements estivaux, par exemple, il y en a qui préfèrent travailler au niveau national, que ce soit dans les campagnes de vaccination, que ce soit dans le contrôle des maladies infectieuses comme le paludisme. Il y en a qui préfèrent travailler au sein de groupes de gestion de santé environnementale. Il y en a qui apprécieraient l'idée de travailler en santé du travail. Donc des domaines très très variés, des souhaits très variés d'essayer d'améliorer la santé et de mieux intégrer les connaissances qu'ils auront eues depuis le MAS. Et ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il y en a qui arrivent avec des idées très précises sur ce qu'ils veulent faire et qui les tiennent jusqu'au bout. Mais il y en a pas mal aussi qui se découvrent des vocations au fur et à mesure et qui, à travers les rencontres, à la fois avec des intervenants, mais aussi avec leurs propres collègues. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, par exemple, à l'étranger, chez certains de leurs collègues de formation, et qui ont mis en place des interventions auxquelles ils ne s'attendaient absolument pas en entrant. Donc c'est aussi un espace dans lequel il faut rester ouvert à des rencontres, et c'est comme ça qu'il est conçu, avec des moments d'échange à chaque fois, pas seulement des cours. On vous l'a dit, des travaux aussi de groupe dans lesquels ils peuvent parler, mais aussi des présentations d'étudiants eux-mêmes qui viennent raconter leurs interventions de santé, par exemple, ce qu'ils ont mis en place, leurs projets, de façon à ce que ces échanges puissent se faire et que chacun puisse tirer un maximum de profit de la ressource très importante que sont les alumni de ces formations, et dont certains sont ici. Voilà, on vous a montré quelques exemples. Par exemple, Laetitia Hamon-Chancel, qui est qui a toujours été sage-femme, qui est restée sage-femme, mais qui aujourd'hui fait de la politique et qui s'est appuyée évidemment sur un certain nombre de compétences qu'elle a pu, auxquelles elle a été sensibilisée durant le MAS et qu'elle a pu un peu exercer durant son MAS, notamment des compétences en communication ou alors des compétences en analyse politique aussi, qui lui sont apparemment utiles aujourd'hui. Donc vous avez aussi bien alors un ancien, bientôt ancien médecin cantonal neuchâtelois, qui a fait partie des premières volées de ce MAS en santé publique, qui a plus de 32 ans aujourd'hui. Et donc on a des gens qui ont effectivement pas mal d'expérience que vous pourrez retrouver parmi nos alumni. On a même un conseiller fédéral parmi eux. Ouais. Donc voilà, il y a des gens dans tous les pays. Et puis pour finir, une vidéo de... Et maintenant, qu'est-ce que l'on fait? C'est la bonne question. La santé publique a fait des progrès phénoménaux. En un siècle, on a multiplié par 2 l'espérance de vie dans tous les pays du monde. On a réussi à éradiquer la variole en 1980. On a réussi aussi dans les 30 dernières années à diminuer par 2 la mortalité infantile. Il ne faudrait pas que la pandémie de Covid vienne menacer ces succès extraordinaires. Il faudrait désormais que l'on ait des professionnels de santé publique qui sachent éclairer la décision publique de façon appropriée. Cette période a mis en lumière des enjeux liés à la santé, évidemment, mais aussi à la nécessité de préserver les libertés individuelles qui sont essentielles à une vraie politique de santé publique. Le rôle de la science est primordial dans ce domaine et il faut que les décisions et les mesures mises en place par les politiciens soient basées sur des evidence-based policies, c'est-à-dire sur les faits, sur ce qui marche, pour que les politiques soient efficaces et aussi respectent les droits humains. La réponse à tout cela,
c'est la formation. Et c'est ce qu'offre la maîtrise d'études avancées en santé publique de l'Université de Genève, une formation pour des professionnels qui seront capables de dominer la science, l'épidémiologie, la communication et la gestion, la conception, la planification des politiques de santé publique. Et ensemble, on contribuera ainsi à préserver la santé de la population. Et voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur le MAS en santé publique. Vous avez vu que la santé publique a besoin de vous. Les enjeux sont importants et vos ressources sont toujours utiles, quelles qu'elles soient. Et on est à disposition, évidemment, pour répondre à toute question que vous pourriez nous poser. À revenir vers nous. Ah oui, pardon. Oui. Est-ce qu'il y a un département psychologique sur le terrain de la santé publique ? Par exemple, est-ce qu'il y a quand même, parce que vous avez parlé beaucoup de professionnels de la santé, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un master en psychologie clinique qui appliquent, qui décident de faire un autre master en santé publique? Alors on a une étudiante qui a fait un diplôme de psychologie qui s'est inscrite au MAS. Oui. Et un étudiant qui est psychiatre aussi, la santé mentale, aujourd'hui, concerne pas mal nos étudiants quand on regarde un peu les travaux, les projets qu'ils nous font, parce que évidemment, la santé mentale pose des questions de soins à envisager de façon très globale, et donc dans lesquelles, évidemment, la vision santé publique est nécessaire et utile. Oui. Peut-être. C'est un de mon camarades. Lui, c'est la deuxième année. C'est un psychiatre. C'est Alexandre. Je crois lui, il travaille dans l'hôpital. Oui, Alexandre, oui. C'est ça. Donc beaucoup de professions sont dans le... Elles sont pas toutes représentées chaque année. Mais chaque année, il y a des gens de professions différentes qui s'inscrivent au MAS. Et donc, ça donne une diversité d'idées, de background qui sont assez importants justement pour travailler sur des aspects complètement différents de la santé. Et ça permet de réaliser que la santé, en fait, est très complexe, c'est un tout. Et cela permet... si vous voulez, d'élargir les horizons de chacun. Ouais. On a des gens qui viennent du social aussi, qui ont pas mal travaillé là-dessus. Entre autres, il y a un très joli travail qui a été montré dans la présentation, un mémoire sur la santé des travailleuses du sexe, par exemple, qui avait été réalisé par une étudiante qui avait un profil plutôt socio au départ. Et donc on voit bien effectivement la richesse, c'est ce qu'on essayait de vous dire, effectivement la richesse et l'importance de cette représentation variée des profils d'étudiants pour pouvoir faire le tour des enjeux d'un problème de santé publique. Oui ? Bonjour, merci pour la présentation. Les gens qui suivent le cours, ils ont toujours au même temps dans leur travail aussi, ils travaillent pendant les études. Oui, c'est de la formation continue. Oui, c'est de la formation continue. Donc, en formation continue, on s'attend à ce que les étudiants aient une activité professionnelle à côté. Il arrive parfois, mais c'est assez rare, qu'ils soient soit pour des raisons médicales, soit parce qu'ils sont en transition dans une situation où ils n'ont pas d'activité professionnelle. Mais en général, la formation est prévue pour des gens qui sont en cours d'activité. Alors, elle s'organise avec un format de présence qui est de 5 fois une semaine par année en présentiel, ce qu'on appelle des regroupements. Et lors de ces regroupements, il y a des cours que vous suivez tous ensemble et il y a aussi des moments
où vous êtes séparés parce que comme il y a 3 années qui sont ensemble, il y a certains cours dans lesquels, par exemple en méthodologie, il y a une progression, ou en épidémiologie, il y a une progression, et donc vous avez des petits groupes de 20, et puis il y a des moments pendant lesquels vous travaillez sur vos travaux personnels avec des encadrants que nous sommes, par exemple. Et ça, c'est la dynamique de présentiel, 5 fois une semaine. Et vous avez aussi donc, des travaux à rendre. Ces travaux personnels à rendre prennent un certain temps. Donc il faut compter que tous les 6 mois, vous devez consacrer à peu près une centaine d'heures, disons, sur un travail personnel. Après, il y en a qui sont plus ou moins impliqués ou qui sont plus ou moins rapides pour les faire. Mais on compte à peu près une centaine d'heures par travaux personnels qu'on rend tous les 6 mois, voilà, tous les semestres. Vous avez aussi un atelier de micro-informatique qui a lieu une fois tous les 3 ans, sur les 3 ans, dans un atelier de 3 jours pour maîtriser les outils informatiques nécessaires pour faire de la santé publique. Et puis vous avez aussi 2 e-modules qui se font à distance et qui constituent quand même une certaine somme de travail. Une certaine somme de travail, mais c'est mais sur que l'année. vous pouvez organiser sur votre votre année. sur l'année. Voilà. Et donc il y a une partie qui est un travail individuel et une deuxième partie qui est un travail de groupe. Mais tout ça en dehors des cours de regroupement, donc c'est adaptable en fonction des horaires de travail et du temps que vous avez. On considère normalement, pour que les choses se passent de façon le plus fluide possible, qu'un 80% est idéal. Un travail à 80%, c'est l'idéal. Ça veut dire que vous êtes bien ancré dans votre terrain, vous avez des accès privilégiés pour chercher des données de terrain, pour faire de l'empirisme, et en même temps, vous avez par exemple une journée par semaine consacrée à faire les recherches nécessaires, bibliographiques ou autres, ou de la rédaction, et faire des exercices qui vous sont demandés pour les études de cas. Et puis il y a la présence aussi à ces 5 regroupements. En général, on considère qu'effectivement 20% dédiés par semaine, ça constitue un bon engagement. C'est pour ça qu'on est les 60 ECTS se font sur 3 ans, ce qui permet effectivement de bien répartir l'activité, mais ça reste quand même un enjeu de travail. Pink pourrait peut-être vous en dire davantage, elle, qui a beaucoup travaillé, qui a bien travaillé en général et qui a été très investie. Elle pourrait vous dire qu'effectivement, la majorité des étudiants comme elle sont bien occupés. C'est aussi le cas que les projets personnels, ils sont vraiment liés à leur travail qu'ils sont en train de faire. C'est idéal. Alors je répète la question pour ceux qui sont à distance. Alors oui, l'idéal, comme le dit Madame, c'est que les projets personnels soient liés à l'activité elle-même. Évidemment, c'est de cette façon-là que les études se passent le mieux. C'est quand on arrive effectivement à aligner les objectifs professionnels avec les objectifs pédagogiques. Et donc, et si en plus, dans le cadre de votre activité, parce qu'en général, vous rendez service avec ces travaux, donc il est possible que dans le cadre de votre activité, votre institution vous dédie du temps pour ça, ou en tout cas, au minimum, vous facilite l'accès aux données, puisque vous leur offrez en général, à la fin, une bonne évaluation de leur activité qui leur permet ensuite, éventuellement, d'ajuster le tir, de l'améliorer, si tant est que cela soit nécessaire ou démontré dans votre travail. Je suis actuellement dans le programme de maths santé publique. Je suis étudiante de 3e année. Dans 1 mois, je vais finir. Je vais être diplômée, si possible. Alors, j'étais une enseignante-chercheuse et pendant le Covid, j'ai quitté mon poste pour participer à ces masses. Alors, pour moi, ces masses représentent 3 choses. Première chose, c'est que cela m'a permis d'élargir mes connaissances en le domaine. Excuse-moi, je ne parle pas très bien français. Je travaille en anglais. Et dans mon travail, comme je suis enseignante-chercheuse, j'ai fait les études en sciences de la gestion, en économie, en management, en social science. Donc, j'ai analysé les données
j'ai fait les études sur la politique de santé, sur le système de santé. Mais pendant le Covid, je me suis rendu compte, j'arrive pas à répondre aux questions de la santé publique. Je ne connais pas exactement le terme d'épidémiologie. Je ne peux pas analyser les données en clinique correctement. J'ai l'impression que je manque le vocabulaire, que je n'arrive pas à répondre. Cela m'a permis, j'ai dit qu'il faut que j'ai commencé l'autre chose. Ça me permet de comprendre un peu mieux. Donc ces masses, c'est vraiment répondre 100% mon recherche dans ces points-là. Donc avec ces formations, c'est avec tous les 3 ans de pratique comme les cas et tout ça, c'était pas évident, mais finalement, je me rendu compte que je me sens beaucoup plus confiance en moi. Et épidémiologie, j'ai eu 6 sur 6. Par rapport aux premières années, j'ai eu 0. Alors, la deuxième chose, c'est vraiment pour changer dans une autre orientation de ma carrière. Pendant 15 ans, j'ai travaillé dans une université en France, française. Et j'ai fait ma recherche. J'étais bien, j'étais contente, j'étais plutôt pas mal réussie dans mon domaine. Mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai toujours envie de faire quelque chose de plus profond, plus voilà, vers quelque chose, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Et pendant ces 3 ans d'études, bien sûr, j'ai participé à une autre formation à côté, par exemple, dans le médical informatique, sur data science, parce que j'ai la base, j'aime bien analyser les données en santé. C'est aujourd'hui la donnée, les numériques, le big data, c'est vraiment un terme pour moi, il y a de valeur pour moi. Donc j'ai aussi investi dans ce domaine. Donc aujourd'hui, je suis qualifiée, je suis nommée, il y avait un mois, j'ai reçu ma qualification en data scientist en santé publique. Je suis vraiment joyeuse. Cela m'a permis d'avoir une nouvelle voie, de commencer une nouvelle vie. Voilà, c'est dans un mois, j'ai fini ma masse. C'est ça pour moi, c'est idéal. Troisième chose, c'est aussi le plus important pour moi. Pendant ces 3 ans, j'ai créé un lien avec les gens. C'est soit avec l'enseignant, avec et les camarades dans le cours. J'ai créé les amitiés, j'ai créé les amis. On sortit, on rigole, on fait le blague, mais on le pleurait tout début, dans la première année. C'est dans la première séance, on le pleurait tous les jours. Mais à la fin, on sortit, on est joyeux. Et quand même, on dit, waouh, 3e année. On sentait quelque chose de différent. C'est vrai, et j'ai créé le lien, j'ai créé l'amitié avec les gens. Je pense que ça m'a servi dans toute ma vie. Et aujourd'hui, j'ai fait quoi? Je vais finir mon master dans un mois, et je suis en train de créer un programme. Et ma rêve, je souhaitais emmener ces programmes, ces formations, aller en Chine. Je suis une Chinoise. J'ai envie de... c'est le master, ça pourrait aider mon pays pour développer, pour aider les gens d'élargir leurs connaissances. C'est aussi pour développer mon pays dans ce domaine. J'espère que je vais pouvoir faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention très spontanée. Alors ça nous a surpris et touché. Je te remercie. C'était très bien. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de meilleur témoignage, de meilleure explication que ce témoignage de ce qu'on y fait, effectivement. Je te remercie beaucoup de t'être ouverte à nous et je me réjouis que tu sois venue jusqu'ici aujourd'hui pour nous en parler. Et si vous avez encore besoin d'informations, n'hésitez pas à venir nous demander, à demander à Ping, parce que le regard de l'intérieur est un regard différent de celui qu'on peut exprimer. Moi en tout cas, mais je crois que toi aussi. En tant qu'enseignant, on a beaucoup de plaisir à échanger avec les étudiants, parce qu'on bénéficie aussi de ces échanges, comme toi tu en as bénéficié. Et effectivement, peut-être aussi, et a priori c'est ce qui va se passer, moi je vais bénéficier d'échanges avec la Chine, au sens
qu'il y aura l'occasion pour moi d'aller découvrir comment on fait de la santé publique en Chine. Et je pense que c'est bien différent de ce que j'ai connu ici. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée.